De commencer. Donc, bienvenue à tous, je suis Grace François. J'anime cette deuxième rencontre avec Elsa Mana. Nous faisons partie toutes les deux de la Société française de neurologie junior et nous avons débuté depuis cette année un programme de conférences d'éthique qui se déroule en 3 conférences par an. Aujourd'hui, c'est la deuxième rencontre de l'année 2023 et à partir de l'année prochaine, on proposera un nouveau cycle de conférences qui porteront cette fois-ci sur la fin de vie. Cette année, nous discutons autour de consentement. La conférence précédente, nous avions discuté, nous avions reçu le docteur Véronique Danel et le professeur Emmanuel Hirsch au sujet du consentement dans le contexte de maladies neurodégénératives. Et aujourd'hui, nous avons choisi de nous questionner autour du consentement dans le contexte d'urgence. Alors, le contexte de l'urgence en neurologie est un sujet qui nous touche. Chaque neurologue y est confronté à un moment donné, que ce soit pendant sa formation ou dans sa pratique quotidienne. Et le moment privilégié de cette confrontation à l'urgence, c'est la neurologie vasculaire, même s'il y a d'autres situations. En tout cas, c'est l'angle de vue que nous avons choisi aujourd'hui pour aborder ce sujet-là. Les situations d'urgence posent le problème de la manière de recueillir le consentement de nos patients. En effet, leurs capacités d'expression peuvent être altérées, leur capacité de compréhension également. Et puis, surtout, le temps est limité. Le temps d'explication est limité puisque nous le savons bien, time is brain. Il faut agir rapidement. Et donc, comment obtenir un consentement libre et éclairé dans ces situations-là? Comment on a l'impression que le respect de l'autonomie pourrait être entaché ou limité à cause d'une obligation d'assistance et de soins d'urgence. Et donc, quelle modalité du consentement en urgence? Quelles sont ses limites? Et finalement, comment nous, neurologues, devons-nous raisonner dans ces situations-là? Pour travailler ces questions, nous vous proposons d'accueillir nos 2 intervenants qui s'annoncent être de grande qualité. Il y a le docteur Clément Gakouba qui travaille à Caen et qui est réanimateur. Il nous a semblé évident de contacter un réanimateur puisque c'est leur quotidien. Il il est coordinateur du groupe d'éthique clinique du CHU de Caen et il proposera une intervention qui traitera des repères pour une décision éthique en contexte d'urgence. Et nous accueillons également le professeur Nathalie Nasr, qui est professeure de neurologie au CHU de Poitiers et qui est actuellement doctorante en éthique. Et son sujet porte sur éthique et décision de thrombectomie à la phase aiguë de l'accident vasculaire cérébral dans les cas extrêmes. Elle nous proposera une réflexion qui traitera de la place de l'éthique dans l'urgence neurologique. Voilà, sans plus attendre, je leur laisse la parole. Alors, avant de leur laisser la parole, je voudrais juste introduire l'ensemble de notre réunion d'aujourd'hui. Il y aura une première partie d'intervention de 40 minutes de nos 2 intervenants. Ensuite, nous vous proposerons un temps de discussion et d'échange en groupe à partir de questions que nous avons préparées, qui durera 20 minutes pour des petits groupes qui s'organiseront par Zoom, qui dureront 20 minutes. Et ensuite, nous aurons 30 minutes pour des échanges et des questions à nos intervenants. La parole est à vous. C'est Clément, je pense, qui commence à… Je suis là. J'ai mis mon PowerPoint. Si mon écran est partagé. On ne voit pas Normalement, tu peux le partager. D'accord, OK.
C'est nommé co-hôte, donc ça devrait être bon. Là, est-ce que vous le voyez? Oui, c'est tout bon. Merci. D'accord, merci. Donc, effectivement, merci pour cette invitation. Je vais présenter mon point de vue d'anesthésiste réanimateur sur ce sujet, parce qu'effectivement, on est régulièrement confronté à des urgences et donc à des problématiques éthiques. Je montrer un petit peu comment on réfléchit là-dessus. Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est que nos chemins entre anesthésistes réanimateurs et neurologues se sont croisés sur ce type de réflexion. J'ai introduit avec 2 situations cliniques sur lesquelles on pourra revenir par la suite. Par exemple, une patiente de 89 ans pour laquelle vous êtes sollicité, on l'est dans un second temps. Dans ses antécédents principaux, une arythmie, elle est sous Xarelto, et de son mode de vie, elle est décrite comme autonome, mais on comprend qu'elle bénéficie tout de même d'un certain nombre d'aides à domicile. Et d'ailleurs, c'est devant son infirmière à domicile qu'elle fait son ictus avec un déficit de l'hémicorps droit, une aphasie. Et puis le tableau que je vous ai mis à côté, le NIS à 13, une paralysie faciale. Cette patiente, elle est de fait pas éligible à la thrombolyse et vous êtes contacté, vous, en CHU, pour discuter de la thrombectomie chez cette patiente. Elle a une imagerie dans l'hôpital périphérique, une IRM, où finalement, ce que vous allez voir sur l'image, alors c'est peut-être de qualité dégradée ce que je vous transmets, mais en gros, elle a une restriction du coefficient d'ADC en sylvien gauche et pas de signe d'infarctus constitué en flair. Et sur le TOF, il y a une occlusion au niveau M1 gauche. Ça, c'est une première situation. Deuxième situation, un patient de 63 ans, pas d'antécédents, pas de traitement, qui vit avec son épouse. Devant témoin, il chute avec apparition d'un déficit sensitivo-moteur de l'hémicorps gauche. Pas de facteur déclenchant retrouvé. Il est lui aussi orienté vers les urgences d'un hôpital périphérique. Le NIS est calculé à 22 avec toujours le déficit à gauche complet, l'héminégligence, dysarthrie. Une fibrinolyse est débutée et il est transféré au CHU pour artériographie qui va mettre mettre en évidence une dissection artérielle qui va être traitée par stent et une thrombectomie va être réalisée. Il est ensuite dirigé vers l'unité neurovasculaire, mais son état va se dégrader par la suite. Donc le lendemain, c'est un patient qui est somnolent, qui est réveillable mais somnolent, et il bénéficie d'une nouvelle imagerie qui va montrer que finalement, ça s'est probablement rebouché au niveau de sa cérébrale moyenne. Et donc, hop, je vous ai mis le scanner ici. Avec donc sur le scanner la constitution d'un infarctus sylvien malin avec déviation de la ligne médiane. Et donc ce patient est proposé au neurochirurgien pour une crâniectomie. Donc voilà, donc ça ce sont 2 situations cliniques sur lesquelles nos chemins peuvent se croiser. On va en reparler plus tard. Le point de vue que je prends, c'est un peu celui de l'anesthésiste réanimateur dans un bloc des urgences qui peut être sollicité sur une grande variété de patients. Je vous ai mis trois exemples. Un traumatisme crânien chez un patient de 73 ans éthylique chronique avec un Glasgow relativement bas, on va dire un Glasgow à 7. Et il nous est proposé pour une évacuation de l'animatome sous-dural. Ça peut être une patiente de 86 ans, institutionnalisée, démence, GIR2. Un tableau de défaillance multiviscérale et il nous est proposé par les chirurgiens viscéraux pour une laparotomie. Et un troisième exemple, une patiente de 67 ans, dans ses antécédents, il est noté une CEP, AOMI, et qui présente un tableau d'hypotension, diarrhée, un vomissement, insuffisance rénale, qui probablement nécessiterait une épuration extra-rénale et une hyperlactatémie. Là aussi, la question qui nous est posée, c'est celle d'une laparotomie en urgence. Ces situations donc, qui croisent questionnement éthique
en urgence, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elles sont fréquentes? Je prends pour illustrer une réponse à cette question, c'était une enquête qui date d'il y a une dizaine d'années avec près de 200 anesthésistes réanimateurs qui avaient participé et tous déclaraient avoir déjà dû se positionner sur une question de limitation et ou d'arrêt des thérapeutiques en urgence. Et ce qui était intéressant de noter à l'époque, c'est que pour quasiment la totalité des participants à cette enquête, cette décision devait être collégiale, mais 1 sur 2 déclarait avoir déjà dû décider seul d'une limitation ou d'un arrêt des traitements en situation d'urgence. Il y avait également, ce qui était rapporté dans cette enquête, la crainte d'une plainte qui rôdait au-dessus des esprits des participants. Alors, ce qui est à noter, c'est que ces décisions étaient quand même plus fréquentes en pré-hospitalier, donc c'était une époque où les anesthésistes réanimateurs étaient davantage présents dans les structures pré-hospitalières de type SMUR. Si on réfléchit au terme urgence, en l'étymologie urgéo, ça veut dire faire pression. Cette situation, ce mot finalement résume bien ce qui se passe dans cette situation parce que on est confronté à toute une somme de pressions. La pression du temps, parce qu'il faut faire vite, la pression qui est liée à l'incertitude. Les antécédents des patients à ce moment-là ne sont pas connus, le terrain n'est pas non plus connu, les volontés ne sont pas forcément rapportées. Il peut également avoir une pression qui est liée à différents intervenants. Nous, on est anesthésiste réanimateur, donc on est au croisement de différents spécialités médicales. Ça peut être un chirurgien, ça peut être un gastro-entérologue interventionnel, un radiologue interventionnel. Il peut y avoir également une pression de proches, de patients. Une pression qui est liée au fait que, en situation d'urgence, on est confronté finalement à un grand flux de patients, d'opérateurs différents. Vous-même, quand vous êtes en garde, vous êtes sollicité par un grand nombre d'appels, que ce soit intra-hospitaliers ou des hôpitaux qui vous sollicitent à l'extérieur. Et puis, les conditions matérielles sont plutôt défavorables. Autant en réanimation, on a des espaces pour voir les familles, se poser, etc. Dans un bloc des urgences, ce n'est pas le cas. Et donc, les discussions ont lieu souvent debout ou en salle de réveil, ce qui ne représente pas les conditions idéales. Et donc, on se trouve dans une situation avec une charge cognitive importante et tout ceci est peu propice à la résolution de problèmes. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on réfléchit dans toutes ces situations qui peuvent s'accumuler sur une garde, de décisions éthiques à prendre. En fait, il y a déjà une première étape qui est de distinguer ce qui va relever essentiellement d'un questionnement éthique de ce qui ne va pas relever justement d'un questionnement éthique. Il y a des situations où finalement l'indication médicale est parfaitement justifiée avec une balance bénéfice-risque classique. Donc là, c'était l'exemple du sous-dural chez le patient de 73 ans. Donc on est certes face à un patient qui est grave, certes il y a une incertitude sur le pronostic du patient, mais gravité et incertitude, on va dire, c'est un petit peu le lot commun de beaucoup de patients en réanimation. Donc finalement, ce patient-là, on va considérer qu'il y a une indication à le prendre en charge et ce n'est pas tant une problématique éthique. De l'autre côté du spectre, il y a des patients qui représentent ce que j'ai appelé des terrains particuliers. Ce sont des patients qui ont un pronostic extrêmement mauvais. Donc le patient moribond, c'est un patient qui est multidéfaillant et qu'on n'arrive pas à stabiliser avec différentes thérapeutiques. Un patient qui est déjà inscrit dans un parcours de soins palliatifs, ou bien un patient grabataire avec démence avancée. Pour ces patients-là, donc c'est l'exemple d'une patiente GIR2 par exemple, c'est une patiente qui a une espérance de vie de l'ordre qui est inférieur à 1 an par exemple. Et donc pour ces patients-là, il est consensuel de penser qu'une prise en charge lourde releverait de l'obstination déraisonnable. Et donc ces terrains particuliers finalement ne sont finalement pas si difficiles que ça en pratique. Ce qui va poser souci, ça va être des terrains un peu plus médians. Donc là, j'ai mis cette patiente qui a un terrain en soi pas si lourd que ça, mais qui est quand même très grave à l'instant où elle est présentée à l'anesthésiste réanimateur. Alors, comment avancer en pratique? On pourrait faire un petit détour du côté de la philosophie morale. La philosophie morale, c'est la branche de la philosophie qui va nous chercher à dire à définir ce qui est, par exemple, une bonne action.
Il y a différentes manières de répondre à cette question. Il y a une approche, j'ai des animations. Il y a une approche que j'ai mise à gauche qui est une approche, la plus ancienne approche arétique, c'est l'approche par les vertus. Donc à gauche, c'est Aristote qui définit des vertus et finalement, donc, les vertus, elles sont diverses, ça peut être la tempérance, le courage, etc. Et l'idée, c'est de se dire qu'il y a des vertus et qu'il y a des personnes qui peuvent acquérir ces vertus et que la bonne action serait celle qui serait faite par une personne vertueuse, par exemple. C'est une première approche. Une autre approche, ça peut être des approches déontologistes, c'est de considérer qu'il existe des impératifs auxquels on doit se soumettre et que la bonne action est celle qui sera conforme au devoir. Donc l'exemple au milieu, c'est Emmanuel Kant. Et donc, on aura une action qui sera définie comme bonne si elle se conforme au devoir, et ceci indépendamment des conséquences. Donc, c'est une approche peut-être rigide en pratique. Et puis, à côté de ça, d'un point de vue chronologique qui a suivi un petit peu après Kant, ces approches davantage conséquentialistes, c'est-à-dire ce sont des approches qui vont davantage définir ce qui est une bonne action par ses conséquences. Et donc, l'approche la plus connue dans ce domaine, c'est l'approche utilitariste. C'est pour ça que j'ai mis Jeremy Bentham à droite. C'est de dire qu'une bonne action sera celle qui va maximiser le bonheur et diminuer les malheurs. Donc, ça, c'est ce que nous dit la philosophie morale. Et, enfin, on va dire que c'est la porte d'entrée pour discuter de ces problématiques. Mais au lit du patient ou au bloc des urgences à 2 heures du matin, ce n'est pas forcément celle à laquelle on va avoir recours. Plus récemment, dans l'éthique médicale, il y a une approche plus, on va dire, pragmatique qui a été proposée par notamment 2 philosophes qui travaillaient du côté de Boston dans les années 70 aux États-Unis, Tom Beauchamp et James Childress. Eux, leur démarche, c'est de se dire que on va se mettre d'accord sur des principes sur lesquels, justement, tout le monde est à peu près d'accord. Et ce qui va permettre à tout à chacun de discuter avec les mêmes termes et justement de ne pas partir du principe qu'il y aura des personnes foncièrement mauvaises et d'autres foncièrement bonnes. C'est-à-dire que globalement, on va tous travailler dans le même sens, mais c'est juste que possiblement, on ne va pas placer le curseur tous au même niveau, sur ces principes. Et donc, ils ont défini 4 principes qui ne sont pas historiquement hiérarchisés, même si après, comme je commence à le suggérer, certains principes peuvent, selon les personnes ou selon les situations, passer devant l'autre. Donc, le premier principe que j'ai mis à gauche, c'est le principe d'autonomie. Donc, ça consiste à respecter les volontés des patients. Je vais développer un peu plus par la suite. Il y a le principe de bienfaisance, agir pour le bien du patient. Le principe de non-malfaisance, donc ne pas lui nuire et en tout cas ne pas réaliser d'actions douloureuses ou inconfortables pour le patient sans aucune nécessité. Et puis, le principe de justice. Donc, la justice, ça peut être vu de différentes manières, mais en tout cas, un principe de justice. Le principe d'autonomie, si on se centre un peu plus sur celui-ci, l'étymologie d'autonomie, c'est la capacité à se donner soi-même une propre règle. C'est un principe qui, depuis cette approche de Beauchamp et Childress dans les années 70, a pris de plus en plus de place, finalement, dans l'éthique pratique. En France, ça s'est formalisé par notamment la loi relative aux droits des malades, la loi Kouchner de 2002, et puis par l'introduction de directives anticipées. Donc, comme je disais, ce principe d'autonomie consiste donc à respecter les volontés et les souhaits et les préférences du patient. Après, en situation d'urgence et souvent dans notre pratique, et ça va être un point commun avec la vôtre, c'est qu'on peut se trouver face à un patient qui n'est pas en capacité de s'exprimer. Donc, quand le patient est en capacité de s'exprimer, eh bien, il faut définir avec lui et ses préférences. Lorsqu'il n'est pas en capacité de s'exprimer, c'est là où ça va être plus complexe. Donc, que dit la loi de ce point de vue-là? Eh bien, la loi a introduit la notion de directive anticipée et de personnes de confiance. Les directives anticipées, donc, si on se rapporte aux lois Leonetti de 2005 puis de 2016, c'est un document écrit, rédigé sur papier libre, sur lequel le patient va faire connaître ses souhaits
sur des soins en situation de fin de vie. Et cela sera valable si le patient est en incapacité d'exprimer sa volonté. Il est important de retenir pour ce contexte, notamment de soins en urgence, que justement l'urgence est une situation qui peut permettre de déroger à ces directives anticipées. Et puis, il y a également le cas de directives anticipées qui seront jugées manifestement inappropriées. Il y a une affaire il y a peu justement sur ce cas-là qui est venu encore un peu plus éclairer cet aspect-là. Donc, les dérogations en cas d'urgence et de directives anticipées inappropriées. La personne de confiance, donc c'est une autre possibilité finalement de, malgré tout, respecter l'autonomie du patient lorsque celui-ci n'est pas en capacité de s'exprimer. Cette personne de confiance, c'est donc une personne qui est là pour rendre compte de la volonté de la personne. Et sauf urgence ou impossibilité, son avis prévaut sur tout autre avis non médical. Et si jamais il y avait des directives anticipées, en revanche, il n'y a pas de hiérarchisation entre directives anticipées et personnes de confiance. Directives anticipées et personnes de confiance, donc la loi met à disposition des patients cet outil. Après, en pratique, est-ce qu'ils y ont recours? Alors, ça, c'est quelque chose qui est sondé, on va dire, dans la population générale, notamment avec ce sondage qui est fait à intervalles réguliers auprès de la population. Donc, à ce moment-là, le sondage que je vous montre, c'est un sondage qui est centré sur les Français âgés de plus de 50 ans. Donc, ça, c'était le sondage de 2021 et qui montrait que une personne sur deux, donc de plus de 50 ans, ne connaissait pas l'existence de directives anticipées et seulement 20% des patients déclaraient avoir déjà rédigé ces directives anticipées. Ce qui est intéressant de noter, c'est que il y avait une certaine proportion de patients, la majorité, là, 49%, qui déclaraient ne pas les avoir rédigées et qui n'envisageaient pas de le faire. Pour ce qui est de la personne de confiance, c'est quelque chose, une notion qui semblait plus connue. Il y avait seulement un Français sur 3 de plus de 50 ans qui déclarait ne pas connaître, d'avoir aucune notion de ce qu'était une personne de confiance. Mais lorsqu'on demandait quelle solution avait la préférence des Français, finalement, on s'apercevait que la solution qui a la préférence des Français, c'est la discussion avec les proches, d'où la nécessité de pouvoir consulter les proches dans ces situations délicates d'un point de vue éthique en urgence. Ce qui, là aussi, n'est pas forcément toujours le cas. Je fais un petit pas de côté pour aborder une notion, mais sur laquelle on reviendra par la suite, pour parler un petit peu de ce qu'est le paternalisme, parce qu'en fait, on peut faire une sorte de balance entre autonomie versus paternalisme. Le paternalisme étant le fait de prendre les décisions à la place du patient en statuant que cela ira dans l'intérêt du patient, que le patient soit volontaire ou non. Donc, c'est une notion qui est très décriée et puis qui probablement effraie, on va dire, le grand public, d'où la revendication croissante d'une autonomie. Ce qui est intéressant avec cette notion de paternalisme, c'est que lorsqu'on lit les approches développées par les philosophes, on peut finalement distinguer différents degrés dans le paternalisme. Ce n'est pas une notion binaire, catégorielle, c'est plutôt une notion plutôt, on va dire, scalaire, plutôt progressive. Et donc, il y a un paternalisme fort et un paternalisme faible. Et le paternalisme faible, on pourra peut-être y revenir par la suite, n'est pas forcément quelque chose de décrié du point de vue des philosophes moraux. C'est un point qu'on pourra revoir plus tard. En fait, il y a une balance finalement entre l'autonomie du patient, qui est forte lorsqu'il peut l'exprimer, mais lorsque le patient ne peut pas l'exprimer, eh bien, on peut considérer que c'est peut-être un autre principe qui va prendre le devant, qui est la bienfaisance, et donc il peut s'inscrire dans une perspective de paternalisme faible. Ça, c'est un papier de Honora O'Neill qui développe cette approche. Une notion qui va guider un petit peu nos décisions, c'est la notion d'obstination déraisonnable, ou en tout cas la volonté de ne pas tomber du côté de l'obstination déraisonnable. Alors, l'obstination déraisonnable, c'est quelque chose qui est clairement
proscrit, que ce soit au travers du serment d'Hippocrate, je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas abusivement les agonies. À travers le code de déontologie médicale, l'article 37, le médecin doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique. Et puis, à partir de la première version de la loi de 2005, la loi Leonetti, les actes médicaux ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Donc ça, c'est assez clair, c'est quelque chose qui est proscrit. Là où c'est plus délicat, c'est comment on va définir cette obstination déraisonnable. Un des points qui va caractériser l'obstination déraisonnable, ça va être l'évaluation de la proportionnalité des traitements. Alors, la proportionnalité des traitements, c'est quoi? Alors, on est souvent habitué au fait de parler en balance bénéfice-risque. En fait, là, il faut peser une autre balance. C'est une balance entre le pronostic et la lourdeur des thérapeutiques. L'idée, c'est qu'il doit exister une correspondance entre le pronostic que l'on espère suffisamment bon du patient et la lourdeur des thérapeutiques que l'on met en regard. À l'inverse, si le pronostic est sombre, la lourdeur des thérapeutiques que l'on met en regard doit être faible. Et si cette balance est déséquilibrée, on est dans une situation que les anglo-saxons appellent futilité et qui va caractériser finalement cette disproportionnalité des traitements et qui sera un signe d'obstination déraisonnable. Lorsqu'on a un petit peu sous-pesé cet aspect-là, d'obstination raisonnable ou pas, le doute peut quand même malgré tout persister. Et on est quand même dans une situation, on va dire, pratique, on est en garde, le patient est face à nous, il faut prendre une décision. Et pour réfléchir dans ce contexte, j'aime assez cette citation de Descartes qui conseille, dans ce type de situation, lorsque le doute persiste, de privilégier la solution qui présente le double avantage de ne pas heurter le bon sens et d'être la moins irréversible. Alors là, je vais parler, je suis vraiment dans le contexte plutôt lié à la réanimation, et dans un certain nombre de cas, cette solution qui a ce double avantage, ça peut être une réanimation dite d'attente. Alors, c'est quoi la réanimation d'attente? C'est une stratégie qui a été développée initialement dans un contexte pédiatrique ou bien dans un contexte d'onco-hématologie, avec des patients qui avaient un pronostic mauvais, globalement mauvais, mais pour certains patients, l'idée, c'était de se dire qu'il n'était pas impossible qu'ils puissent bénéficier tout de même d'une prise en charge en réanimation. L'idée de cette réanimation d'attente, c'est de dire on va prendre en charge le patient en réanimation, on va le traiter, on va dire, de manière optimale, mais ce, sur une durée limitée. Donc, c'est traitement illimité sur une durée limitée, c'est-à-dire qu'on va se dire à 48 ou 72 heures, on va réévaluer la situation et à ce moment-là, peut-être changer de stratégie ou conserver la même stratégie. Donc, cette réanimation d'attente, ça va permettre de réduire l'incertitude qui était maximale, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, ça va me permettre davantage de renseigner sur le terrain et les antécédents du patient, pouvoir consulter des médecins traitants du patient, de pouvoir recueillir avec une meilleure qualité ce que étaient les volontés du patient, pouvoir consulter ses proches. Et comme je vous l'ai dit, les proches, c'est très important parce que ça reste quand même la modalité préférée des Français pour faire connaître leurs souhaits en cas de situation grave. Ça va permettre de recueillir davantage d'informations sur le pronostic d'une maladie préexistante et puis d'avoir davantage de certitude sur le pronostic de la maladie actuelle. Ça permet également de recueillir la collégialité qui peut être difficile en situation de garde et ça va également offrir du temps nécessaire pour la réflexion. Donc, dans beaucoup de situations, ça peut être un recours utile. La procédure collégiale, qu'est-ce que c'est? Il y a différentes approches pour essayer de réfléchir sur les dilemmes éthiques auxquels on est confronté. Et la procédure collégiale, en fait, elle renvoie à ce qu'on appelle l'éthique de discussion. Alors, l'éthique de discussion, c'est quoi? C'est pas simplement se mettre autour d'une table et puis chacun parle dans son coin. C'est toute une démarche. Donc, ça repose sur l'idée que la délibération a le pouvoir de faire émerger un discernement collectif supérieur à celui des individus pris isolément. Et il faut accepter certains principes.
un principe d'égalité en compétences éthiques. Donc, ce n'est pas parce qu'on est médecin que notre point de vue éthique est supérieur à celui de paramédicaux. Ce n'est pas notre spécialité médicale qui fait que nous serions spontanément plus éthiques que d'autres. Une notion de partage équitable du temps de parole, de respect de la liberté de parole des autres, un principe d'argumentation rationnelle, et puis être tout à fait disposé à changer d'avis si on est convaincu par les arguments d'autrui. On n'est pas dans une sorte de bataille ou de guerre de tranchées où si on cède un pouce, eh ben, on a perdu, entre guillemets, une bataille. Ce n'est pas du tout ce type d'approche. Et donc, la procédure collégiale, ça s'inscrit dans cette approche de l'éthique de la discussion. La procédure collégiale, donc nous, en réanimation, on y est très fréquemment confrontés, notamment dans les situations qui sont proches aux fins de vie, au travers donc, de la loi Claeys-Leonetti. On y est confronté dès lors que l'on va on va discuter la limitation d'un arrêt de traitement chez un patient qui est non conscient, ce qui est une situation très fréquente chez nous, si l'on met en place une sédation profonde et continue, et plus rarement si on remettait en cause des directives anticipées jugées inappropriées. Ensuite, un point d'amélioration, ça peut être l'anticipation, que ce soit pour les situations de patients provenant de l'extra-hospitalier. Par exemple, ça peut être des patients institutionnalisés pour lesquels il est intéressant et important de pouvoir disposer de documents permettant de tracer le terrain, les antécédents et d'éventuelles directives anticipées. Ce qui peut être également important, c'est que non seulement le patient ou même ses proches soient bien informés de sa pathologie, parce que nous, en tant que réanimateurs, parfois on peut arriver sur des prises en charge où finalement on s'aperçoit que les choses n'étaient pas si claires, que ce soit pour le patient ou pour ses proches. Et puis même en intra-hospitalier, il y a un certain nombre de patients qui sont admis à l'hôpital et qui, encore plus que d'autres d'ailleurs, sont à risque de se dégrader et pour lesquels il est important d'anticiper la réflexion médico-éthique et surtout de la tracer et qu'elle soit accessible à tous, notamment sur les heures ou la permanence de soins. Donc, pour un petit peu résumer ce que j'ai essayé de vous présenter, comment on réfléchit sur ces situations d'urgence. Et oui. Excuse-moi, il faut que tu ailles à l'essentiel sur cette dernière diapo. Eh bien, au bout de ton temps. Je termine en expliquant que, d'une part, on va d'abord distinguer des situations où finalement la problématique éthique n'est pas au premier plan. Donc des situations où de manière évidente il ne faut rien faire et des situations évidentes où il faut faire quelque chose. Ensuite, on va analyser par le prisme des principes que sont l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance, la justice, évaluer une balance de proportionnalité des thérapeutiques et puis dans tous les cas avoir recours à une réflexion collégiale. Et ce qui est intéressant de retenir, c'est que une intervention, qu'elle soit chirurgicale ou bien en radiologie interventionnelle, ne signifie pas que derrière, toutes les thérapeutiques devront être entreprises. On peut tout à fait consentir à l'intervention et poser des limitations par la suite. Voilà. Merci beaucoup. C'est très clair et très intéressant. Je laisse la parole maintenant à Nathalie pour la suite. Professeure Nathalie Nasr. Oui, merci Grace. Clément, est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran, s'il te plaît? Merci. Ouais. Ça y est. Merci. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, c'est tout bon. Oui. Bon, bonjour à tous et toutes qui êtes connectés. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir dans cette session éthique et AVC à la phase aiguë, essayer d'aller à l'essentiel directement. Merci à Grace et à Elsa pour toute cette organisation magistrale et pour leur invitation, et aussi merci à la Société française de neurologie, notre société, sans qui cela n'aurait pas été possible. Alors, moi je m'appelle Nathalie Nasr, je suis PUPH en neurologie, je suis plus particulièrement neurologue vasculaire, et il m'a semblé important, avant d'aller vers ce qui est spécifiquement éthique,
et que vous avez certainement intériorisé et que vous pratiquez certainement sans le nommer, c'est de l'éthique quand même, bien il me semblait intéressant d'aller contextualiser les choses avec les actualités récentes concernant les indications à venir, hein, qui sont en train d'arriver très vite, de thrombectomie de l'accident vasculaire cérébral à la phase aiguë. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant l'année qui s'est écoulée, il a été publié 3 papiers sur l'intérêt de la thrombectomie dans les accidents vasculaires cérébraux étendus, ceux pour lesquels on n'avait pas d'indication à aller thrombectomiser, avec donc cette première étude, Rescue Japan, une étude donc japonaise, avec un critère MRS qui est un tout petit peu discutable là entre 0 et 3, et comme habituellement au Japon, 0,6 mg kilo au lieu de 0,9 mg kilo comme partout ailleurs. Mais après, confirmation par une étude américaine avec la dose classique, cette fois-ci de thrombolyse que vous connaissez, avec cette fois-ci un critère plus neutre qui est le shift du score de Rankine après thrombectomie de ces AVC étendus, et puis confirmé par une 3e étude asiatique cette fois-ci, avec là aussi un critère d'évaluation neutre qui est la déviation du score MRS vers des scores plus bas. Donc des résultats impressionnants. Et dans le même temps, les résultats d'essais sur la thrombectomie de l'artère basilaire, 2 études là aussi asiatiques, la première qui montre l'intérêt très net de la thrombectomie à 12 heures, jusqu'à 12 heures, et puis la deuxième jusqu'à 24 heures, avec dans ces 2 études, comme vous vous en doutez, dans une population asiatique, une surreprésentation par rapport à chez nous des sténoses intracrâniennes et donc du stenting. Mais les résultats sont là. Et donc, la thrombectomie avance, et ça me fait penser à ce que m'avait dit un collègue neuroradiologue interventionnel un jour. Il m'a dit, Nathalie, la science a peut-être déjà réglé l'éthique. Alors moi, je n'ai rien dit, mais je commençais à réfléchir à ce que la science a vraiment complètement réglé l'éthique. Et je me suis dit, bon, on va essayer de se placer de notre point de vue là, par rapport à l'éthique, notre point de vue de praticien, de praticienne, de se mettre dans le contexte de l'éthique décisionnelle qui est la nôtre, où l'éthique, à chaque étape, intervient comme un canal entrant, je dis bien un canal entrant, de nos processus cognitifs de décision. C'est ce que nous faisons tous les jours, sans nécessairement le rendre explicite. Alors, il faut, pour qu'on se penche sur la question ensemble, il faut que nous prenions des définitions de l'éthique qui soient opérationnelles pour nos autres praticiens. Donc, voilà, des définitions classiques que j'ai choisies, celle d'Aristote, pour qui l'éthique, c'est une vertu caractérisée. Il est caractérisé d'abord l'éthique par le fait d'être prudent, d'être dans la phronésis, une vertu qu'il attribue essentiellement à 2 types de professions, les médecins et les politiques. Pour Aristote, l'éthique, il la compare, c'est curieux, à la règle de plomb des maçons de l'île de Lesbos, qui leur permet d'épouser au plus près les aspérités de la roche et donc d'améliorer leur construction, donc, ce qui permet de s'adapter à la situation particulière que nous avons à adresser. Et cette définition-là d'Aristote n'est pas si loin de la définition d'Emmanuel Kant, pour qui l'éthique, c'est la liberté qui nous est laissée, la liberté, comment dire ça autrement, le battement, la latitudo pour Kant, entre un cadre normatif et son applicabilité à une situation particulière. C'est ce que nous faisons tous les jours, et ce qui correspond chez Ricoeur à ce qu'il appelle l'aval de la norme. L'éthique comme aval de la norme telle que nous la pratiquons. D'accord. Alors, quand nous arrivons à voir comment se prend une bonne décision, on est tous des gardes, je suppose, hein, eh bien, on sait qu'il y a les conditions intrinsèques et les conditions extrinsèques qui doivent être réunies pour que la bonne décision soit prise. Alors, dans les conditions intrinsèques, et là, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on est entre neurologues, il y a l'exigence concernant le recueil des données. Sans ça, on peut être mu par les meilleures intentions du monde, ce sera à côté. L'exigence par rapport au recueil des données. Et puis, quelque chose auquel on ne pense pas assez, qui est constitué par la somme de biais
de décision. Et ça peut nous arriver à nous tous, même quand nous ne sommes pas fatigués. Alors, il y a certains biais qui ont été étudiés, notamment dans cette histoire d'urgence de phase aiguë, de décision thrombectomie, par exemple. Il y a des biais qui ont été vus comme fréquents, comme le biais de surpondération. C'est-à-dire, on va lester un paramètre, un facteur de beaucoup plus de poids qu'il n'aurait dû y en avoir. Il n'aurait dû en avoir. Par exemple, une patiente est démente, alors qu'en fait, elle a des troubles cognitifs débutants et qu'elle est autonome, seule, chez elle, à domicile, certes, dans un hameau où tout le monde se connaît, où elle est bien entourée, mais seule à la maison en autonomie. Si on dit qu'elle est démente, ça va influencer, probablement, la manière de prendre la décision de recanaliser ou pas. Alors, un autre biais qui est fréquent aussi, c'est le biais de catastrophe. On se dit que si j'interviens, si je retiens l'indication d'intervenir, le pronostic risque d'être catastrophique. Et ce biais qu'on appelle de catastrophe, il est souvent doublé du biais d'omission, c'est-à-dire d'omettre que si nous ne retenons pas l'indication, le pronostic sera très certainement catastrophique. Un autre biais dont il faut se méfier, celui-là, c'est le biais des tripes, c'est le biais de la peur. C'est-à-dire que quand il y a eu une complication d'une procédure interventionnelle, par exemple la veille, la personne aura plus d'inhibition pour aller poser la même indication le lendemain, alors que tous les feux sont ouverts et que, pour raison a priori, que la complication se reproduise. Donc ça, c'était pour les conditions intrinsèques, qui incluent donc les biais. Et d'ailleurs, si on s'entraîne à voir les biais, c'est pas pour ne plus en avoir. Nous sommes faits comme nous sommes des êtres subjectifs, mais nous avons, comme dit Denis Lemaître, une subjectivité, il dit ça très bien, une subjectivité objectivante. C'est-à-dire que nous nous regardons pédaler. Nous avons une réflexivité en direct par rapport à notre action, ce qui nous permet d'éviter de dériver entraînés par les biais. Donc, OK, nous avons tous une possibilité, une tendance à avoir des biais, mais l'idée, c'est de les voir, les neutraliser, les mettre à distance. Mais ça ne suffit pas, enfin, d'avoir les conditions intrinsèques qui sont réunies pour prendre la bonne décision. Ricoeur l'avait anticipé. Je reviens à Ricoeur. Il faut les conditions extrinsèques aussi. Vous connaissez certainement la définition de Ricoeur, de l'éthique, c'est, si je cite bien, la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes. Et le dernier terme de la définition, qui est le fait d'être dans des institutions justes, permet de voir que Ricoeur, en fait, il a anticipé les obstacles qu'il pourrait y avoir sur ce qu'il appelle le chemin d'effectuation de la bonne décision. Par exemple, à supposer qu'il n'y ait pas les mêmes moyens techniques pour traiter les malades entre le jour et la nuit, ou le même nombre de personnes capables de traiter les malades avec un risque d'erreur très bas le jour et la nuit, ou que les praticiens qui pratiquent la thrombectomie en astreinte ne disposent pas du temps de récupération nécessaire qui permet de récupérer une capacité de décisionnelle et d'opérationnalité avec un risque d'erreur faible. Et cela nous renvoie à la notion de bien-traitance institutionnelle, qui est quelque chose à prendre très au sérieux, et sur lequel planchent d'ailleurs les directions de nos hôpitaux un peu partout. Ça, c'est les facteurs intrinsèques de la bonne décision. Mais là, on est en train de se dire que c'est comme ça que l'on fonctionne, que l'on devrait fonctionner dans un monde idéal, mais on est là entre nous, très contents, et le patient, là-dedans, il n'est pas dans le rôle qu'on vous apprend, vous autres, les plus jeunes, qui doit être le sien, c'est-à-dire de participer aux décisions qui le concernent. Alors, quand Elsa et Grace, qui sont un peu plus jeunes que moi, m'ont demandé de plancher sur le consentement à la phase aiguë de l'AVC, bon, j'ai dit oui parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais j'étais quand même légèrement déconcertée parce que pour moi, le droit nous avait absous.
de cette décision partagée quand nous étions dans un contexte d'urgence. Mais comme grâce Elsa me l'a demandé, moi je suis allée vérifier si le droit nous avait absous et que ça restait vrai. Je suis allée lire un livre qui s'appelle L'urgence médicale, qui a été rédigé par une juriste, Madame Julie Moreau, qui dans son introduction pour le tome 1 disait, en conclusion du propos qui précédait, que l'urgence médicale traduit sans doute le passage du statut de patient décideur à celui de malade vulnérable. Et donc, on est face à une grande vulnérabilité qui est en train de se mettre un peu devant ce processus-là de décision partagée que l'on applique dans d'autres domaines, comme aller choisir le meilleur traitement pour un cancer avec le patient en fonction des préférences du patient, ou dans d'autres domaines, comme choisir le type d'implant pour une chirurgie de cataracte. Il dépend de la préférence du patient. Pour ça, on est dans la décision partagée, parce qu'il y a souvent équipoise. C'est-à-dire pas vraiment de différence qui fasse basculer la décision de manière évidente et a priori. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas quand même de la place pour du consentement à la phase aiguë? Ben, je suis quand même allée voir, hein, puisque c'était le sujet du topo, j'ai fait comme on fait d'habitude, une revue systématique de la littérature, et voici ce que j'ai trouvé. Une étude américaine qui est allée s'intéresser à une population de 2154 patients de plus de 50 ans qui ont rempli un questionnaire concernant leur consentement présumé à un traitement en urgence concernant l'accident vasculaire cérébral à la phase aiguë, et ils ont fait la comparaison par rapport au consentement a priori, par rapport au massage cardiaque quand on a un arrêt cardiaque. Et ils ont trouvé que ce niveau de consentement n'était pas moindre, c'est-à-dire très élevé par rapport au fait de consentir à être massé si on fait un arrêt cardiaque. Après, ils sont allés sophistiquer un peu leurs questions en fonction, chez la même population de sujets, en fonction de la possibilité d'avoir consenti en amont à ce traitement par thrombolyse, et avec toujours pour référence le consentement en amont, le fait d'être massé quand il y a un arrêt cardiaque. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que le fait de ne pas avoir eu l'occasion de consentir en amont ne greffe pas, ne diminue pas la désirabilité pour être thrombolysé. Il y en a qui ont quand même insisté et qui ont mis en place un outil à utiliser en urgence pour permettre d'expliquer aux patients la balance bénéfice-risque du traitement par thrombolyse. Bah, ça a été quand même publié, mais avec un éditorial qui disait de faire très attention parce que cette situation-là où on doit absolument imaginer des outils adaptés à la situation d'incapacité du patient pour lui expliquer une balance bénéfice-inconvénient, s'applique lorsqu'il y a équipoise, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque les décisions vont se baser sur la préférence du patient. Ça ne s'applique pas dans le cas de l'accident vasculaire cérébral aigu, ou même avec une faible incapacité à comprendre, la situation de stress aigu fait que le consentement n'est pas aussi éclairé qu'il n'aurait pu l'être. C'est une situation complètement confusogène, et aller demander ça aux patients, aux proches et perdre du temps. Tout cela fait que, en 2019, il y a eu ce papier Nostro qui a qualifié d'incongruité le fait d'aller recourir à la décision partagée comme on la connaît pour la chirurgie de la cataracte, par exemple, quand il s'agit d'AVC à la phase aiguë. Et le titre, c'est que donner l'information, l'essentiel de l'information suffit. Et moi, je suis certaine que vous le faites, comme je le fais, quand on attend, par exemple, que la porte du bloc opératoire s'ouvre et qu'on l'explique avec les moyens que nous avons, des fois avec les mains, avec les gestes aux patients, que nous allons faire tout ce que l'on peut, nous allons essayer de déboucher l'artère pour que cela aille le mieux possible. Voilà. Eh bien, ne faites rien d'autre que ce que vous faites par rapport à ça, c'est exactement la chose à faire, mais est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de place pour l'éthique à la phase aiguë?
Et c'est là que je dis que non, puisque l'éthique ne peut en aucun cas se réduire au consentement. Ce n'est pas vrai que l'éthique, ça se réduit au consentement, puisque bien que nous soyons dans le feu de l'action, que nous soyons en même temps des praticiens et puis nous avons l'esprit scientifique en train de quantifier, d'objectiver ce qui se passe exactement dans le corps de notre patient, de compter les points aspects, d'évaluer la probabilité de récupération, etc. Il faut que nous soyons conscients qu'il y a le risque d'objectivation extrême du patient, qui, selon Ricoeur, quand cela atteint des degrés très importants, peut aboutir à ce qu'il qualifie de torture, c'est-à-dire le patient totalement objectivé, chose qu'il nous faut absolument éviter. Alors, tout à l'heure, j'étais avec une représentante d'une association de patients victimes d'AVC qui m'a dit quelque chose que je savais peut-être déjà, mais que j'ai jamais reçu de la même manière. Elle m'a dit que les patients, de voir que nous sommes affectés par ce qui leur arrive, c'est extrêmement important pour eux. Extrêmement important pour eux. Ils voient qu'on est en train de faire les choses de manière sobre, de manière à ne pas perdre nos secondes, etc. Et en même temps, de voir que nous sommes affectés par ceux qui le vivent, pour eux, c'est extrêmement important. Et c'est ce que Ricoeur appelle la sollicitude, qui rétablit le fait que l'autre est insubstituable, irremplaçable. Il s'agit de deux subjectivités face à face, c'est l'éthique relationnelle. Alors Emmanuel Lévinas, il va plus loin dans Éthique et infinie, là je le cite, nous dirons dès lors qu'autrui me regarde, j'en suis responsable, sans même avoir à prendre de responsabilité à son égard, sa responsabilité m'incombe. Et il va plus loin quand il parle du visage de l'autre dans sa nudité, dans sa vulnérabilité. Emmanuel Lévinas dit que le visage de l'autre me commande d'être à son service. Donc, est-ce que la science a tout à fait réglé l'éthique? Moi, je n'en suis pas si sûre. Voilà. Merci beaucoup. C'est passionnant de vous écouter tous les deux. Je vous propose que sans tarder, on poursuive notre soirée. Alors, pour se laisser du temps, parce qu'à mon avis, il va y avoir beaucoup de questions de la salle pour chacun d'entre vous, je propose que le temps en petit groupe, on le fasse quand même, mais qu'on le fasse plus court et qu'il dure une dizaine de minutes. Et donc, ce temps-là, c'est un temps qui a pour but de vous permettre chacun de prendre la parole, parce que en grand groupe, là, on est une quarantaine, ça va être compliqué de donner la parole à chacun. Et pour autant, on est persuadés, je pense, tous les quatre organisateurs de cette soirée et intervenants, que l'éthique, ça se vit en pratique et ça s'expérimente. Et donc, on aimerait pouvoir partager avec vous et que vous puissiez, chacun d'entre vous, vous exprimer. Dans ces petits groupes, évidemment, il est question de respect et de bienveillance, et donc on s'écoute parler les uns les autres, ce qui paraît évident. Évidemment, si certains ne souhaitent pas prendre la parole, vous êtes tout à fait libre de ne pas prendre la parole. Je vous propose quelques questions que je vais partager par mon écran. Alors, qui guideront votre réflexion. Évidemment, si vous voulez parler plus librement, il n'y a aucun souci également. Donc ça, c'est voilà, la proposition que je vous fais. Avez-vous déjà été confronté à une situation de décision médicale difficile dans le contexte de l'urgence? Quelles difficultés précises avez-vous identifiées? Quelles ressources avez-vous sollicitées pour avancer dans votre démarche? Les interventions d'aujourd'hui vous permettent-elles d'éclairer cette situation, et si oui, comment? Et quelles sont vos questions pour les intervenants? Et ensuite, on vous laissera la possibilité de poser vos questions par le chat, préférentiellement. Je vous laisse juste
30 secondes pour prendre rapidement note de ces questions et nous vous envoyons en petits groupes. Alors, hop. Donc, je vous propose, alors on n'est pas non plus, on est 20, je pense qu'on est revenu à 26, vous pouvez mettre vos vidéos et si certains veulent prendre la parole directement, je pense que ça va être gérable. Vous pouvez aussi poser vos questions par le chat. Alors, moi, quelqu'un voulait prendre la parole ? Vous m'entendez? Oui. Donc, moi, j'aurais bien… Enfin, voilà, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole pour… à une question, vous pouvez débrancher vos micros si vous voulez prendre la parole directement, sinon poser des questions par le chat. Bon, alors, je peux il y a la question qu'on était en train de dire avant que vous nous sortez de notre salle. Et si on demandait à l'intelligence artificielle de prendre la décision, en comparé, en double aveugle, si je peux dire, la décision humaine avec notre subjectivité et la décision de l'intelligence artificielle? Alors, Clément ou Nathalie, je vous laisse. Oui, alors moi j'ai posé la question, j'essaie de me décentrer, hein, parce que je connais la réponse me concernant, mais on essaie toujours un peu de se décentrer par rapport à ces choses-là. J'ai posé la question à des collègues neuroradiologues interventionnels que j'avais interviewés, donc une étude qualitative, hein, et dans l'interview qui était semi-guidée, il y avait une question concernant l'intelligence artificielle, la même que vous posez. Et au final, ils n'étaient pas si convaincus que ça. C'est-à-dire que les paramètres qu'eux-mêmes étaient en train de prendre en compte allaient comment vous dire, mettre ça dans un logiciel, dans un algorithme d'intelligence artificielle, ça viserait peut-être dans les centres où la courbe d'apprentissage n'est pas encore ce qu'elle devrait être, de rapprocher la décision de ce qu'aurait pu être celle de l'expert de l'UNV de référence, etc. Ils le voyaient comme on en est encore là en l'état actuel, et surtout quand j'ai posé la question représentant des patients à la France AVC, là, ça a été carrément, non. C'est la personne avec la subjectivité, comme vous le dites, qui est en face, qu'elle voit, à qui elle voudrait voir prendre la meilleure décision, la partager. Mais je pense qu'on n'y est pas encore. Après, on en reparlera dans quelques années. À propos des agents moraux artificiels, j'ai pu échanger avec un chercheur qui s'appelle Martin Gibert, qui travaille à Montréal, donc auprès de Yoshua Bengio, pour ceux qui voient un petit peu, c'est un des grands noms de l'intelligence artificielle. Et Martin Gibert, donc lui, il est philosophe, et il a réfléchi justement à comment on pourrait essayer, entre guillemets, de coder la morale. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, il montre qu'on peut superposer. Tout à l'heure, je vous ai montré les trois approches, l'approche des vertus, l'approche déontologique et l'approche conséquentialiste. Et ben finalement, on peut un peu superposer un petit peu comment on code, les codeurs codent, soit avec des systèmes experts, soit avec l'apprentissage par renforcement ou l'apprentissage supervisé. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut proposer ces trois grandes approches, mais après dire quelle est la bonne, c'est là où on rentre dans des situations qui sont difficiles à trancher. Il y a eu également toute la réflexion sur les voitures automatiques, sur qui doit écraser une voiture, qui doit sacrifier une voiture en cas d'accident. De la même manière, on s'aperçoit que on peut définir différentes approches, mais il n'y a pas d'approche forcément qui fait consensus sur le sujet. Et pour ma part, j'ai fait un travail qui n'est pas encore publié, mais on a
on avait fait un travail sur des tris de patients en situation de rareté des ressources. Est-ce qu'il faut mieux prendre un patient A, un patient B? Et on a fait, entre guillemets, croire des participants que ce tri avait été fait par une intelligence artificielle ou bien qu'il avait été fait par des humains. Pour le même patient, eh bien, le choix qui était fait pour l'intelligence artificielle était davantage recueilli davantage de désapprobation. Donc, en fait, il y a une grande méfiance, en tout cas, du grand public et de tout un chacun, en tout cas, vis-à-vis des agents moraux artificiels. Enfin, voilà, c'était juste pour un petit peu ouvrir sur cette question. Merci beaucoup. Je crois que Monsieur Diallo voulait prendre la parole. Vous pouvez brancher votre micro. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Dr Diallo Suleiman, résident en neurologie au CHU de Conakry. Enchanté. Concernant les rencontres d'éthique pour la Guinée, vraiment, c'est difficile pour nous parce que tout simplement, on n'a même pas d'abord de scanner. Il y a 4 scanners en Guinée pour presque 12 millions d'habitants. Donc, prendre des décisions, c'est que vous dites vraiment, c'est compliqué pour nous pour prendre des décisions pareilles. Moi, j'ai rencontré, par exemple, même avant-hier, on avait un malade avec un Glasgow à 7. Il est venu aux urgences, mais il n'y avait pas de scanner. Le scanner, c'était là où on fait le scanner, c'était fermé. On a vu le malade jusqu'à vers 22h, 23h, le malade est décédé. Donc, je voyais, mais je ne pouvais rien faire. Mais est-ce qu'il y a une possibilité vraiment de... avant le scanner, qu'est-ce qu'on peut faire réellement, concrètement, avec les malades pareils? Parce que là, pour nous, c'est compliqué. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Nathalie, moi j'ai l'impression que ça résonne beaucoup avec la question des institutions justes. Je sais pas si... Oui, la question laquelle? Celle de monsieur qui vient de prendre la parole? Oui. Ah, désolée, j'étais un peu dissipée, je répondais à un collègue sur le chat. C'était quoi? La question de comment faire qu'en Guinée-Conakry, l'accès au scanner cérébral est très limité. Il y a très peu de scanners pour un grand nombre de patients et qu'ils font face très régulièrement à des patients qui sont graves où ils savent que pour pouvoir avancer dans la prise en charge et la prise de décision, il faudrait un scanner, mais que malheureusement, ils n'ont pas et qu'ils font face du coup à des décès de patients qui auraient potentiellement pu être évitables. Et c'est là que l'éthique est un peu dos au mur et est obligée d'être inventive, notamment de nouveaux process de fonctionnement, comme dans les pays qui connaissent des situations de catastrophe. J'ai eu récemment connaissance d'un rapport fait avec entre le ministère d'un pays qui était en situation de catastrophe et l'OMS, pour des problèmes pareils, d'accès aux soins, pour reformater un peu les prises en charge en tenant compte des conditions du terrain. Et c'est là où l'éthique est acculée, est obligée de devenir une éthique inventive. Pour revenir à la question que posait Clément, là, s'il y a le dilemme là du trolley, est-ce que il faut le laisser ne pas dévier, écraser 3 personnes, ou plutôt le dévier, écraser une personne? Si la question c'est ça en termes de prix, moi je dirais, est-ce que quelqu'un peut aller activer le frein? Et donc c'est dans ces situations-là qu'il ne faut pas penser que nous sommes tenus à faire les choix qui paraissent un peu évidents. Et je comprends tout à fait que la situation soit extrêmement compliquée. C'est là qu'il faut vous aider des ressources locales. Pourquoi pas l'OMS, que j'ai appris que cela a été fait pour un autre pays, et de faire un plan de reformater les filières de soins en fonction de l'existant. L'éthique est aussi inventive. On l'a connu pendant le Covid, ça. Pour compléter sur cet aspect-là, effectivement, quand je présentais l'approche par principe, c'est là où le Covid nous a rappelé que finalement, on était habitué à une logique de pays en croissance avec des moyens, des ressources qui paraissent à vue d'œil illimitées. Mais quand les ressources sont limitées, il y a d'autres curseurs qui se présentent. Et le curseur, justement, de la justice, comment répartir au mieux les ressources lorsqu'elles sont rares, c'est là où ça devient le plus problématique. Et justement, comme vous dites, c'est là où il faut
redéfinir, ou en tout cas essayer de réfléchir sur ces aspects-là, qui effectivement sont plutôt éloignés lorsque on n'est pas dans ces situations de guerre ou de catastrophe en Occident. Ouais. Alors, je reprends le chat. Moi, j'aimerais qu'on revienne potentiellement sur les premières petites vignettes cliniques du début, voilà, à la suite de vos interventions, que vous nous ameniez quelques éléments de réponse. Je peux vous montrer le résultat du TCS. Oui. Est-ce que je partage déjà l'écran? Je ne sais pas. Alors, est-ce que certains d'entre vous sont familiers avec la notion de TCS ou est-ce que vous voulez que je vous rappelle un peu le principe de ce système-là que nous utilisons en évaluation quand il y a incertitude? Alors, si vous êtes à l'aise avec ça, on va y aller. Vous voyez certainement mon écran. Je pense qu'il nous faut un petit rappel. Oui, alors rapidement. Le test de concordance de script est une méthode d'évaluation particulièrement adaptée lorsqu'il n'y a pas de réponse juste. Ça peut pas être un QCM, ça peut pas être un QCS. La situation appelle, y compris de la part des experts, des réponses parfois divergentes. C'est ce que nous apprenons à nos futurs experts, c'est-à-dire nos internes, hein, des étudiants en 3e cycle, certains sont connectés ici, et c'est parfaitement adapté à la formation continue. Et quand on regarde bien les modalités, le terrain d'application des TCS, on voit que c'est particulièrement adapté aux questions d'éthique. Quand il n'y a pas vraiment une seule réponse cantonnée hors cadre, hors recommandation, etc. Qu'est-ce qu'on fait? C'est typiquement la situation qu'a présentée Clément, de 63 ans. Et là, je vous la présente ici. Moi, j'ai donné cette vignette à 10 neurologues thésés qui prennent des gardes. Et ils ont donné leur réponse. Et j'ai donné les points aux étudiants qui répondraient au TCS en fonction du nombre de réponses des experts. C'est-à-dire celui qui aura répondu comme les 6 experts, il aura 6 points. Celui qui aura répondu comme le seul expert aura 1 point, etc. Il n'y a pas de 0 avec le TCS. On voit comment l'apprenant va coller ou pas avec l'avis des experts qui ont été consultés. C'est assez lourd à mettre en place un TCS, mais ça reflète très bien la réalité des situations cliniques tangentes, comme notamment la crâniectomie, la question de crâniectomie que vous a présenté Clément. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire mon tableau qui est là, neurologue, médecin, prise en charge Madame C, 63 ans, a eu un traitement par thrombolyse thrombectomie, AVC Sylvianois, une situation un peu similaire, si j'ai bien suivi à ce qu'a présenté Clément. Et puis, ça ne marche pas. Pas d'amélioration à 24 heures. Altération de l'état de vigilance, somnolence réversible. Canne de contrôle retrouve un œdème dans le territoire cilié avec un effet de masse, un début d'engagement, pas de transformation hémorragique. Si vous pensiez ne pas proposer une crâniectomie, notamment parce qu'elle a plus de 60 ans, vous savez ce seuil-là, de 60 ans, et que le médecin généraliste que vous contactez par téléphone vous fait part d'un excellent état général initial et de l'absence d'antécédents, décrivez de quelle manière cet élément va influencer la décision de ne pas proposer de crâniectomie. On est obligé d'être un peu dans la double négation puisque généralement, on vous apprend quand vous êtes tout jeune que la crâniectomie, c'est pour les moins de 60 ans. Là, votre décision a priori était plutôt de ne pas faire. Et puis, vous allez avoir cet élément nouveau qui vous dit que franchement, elle était à un excellent état général, son état physiologique, etc. C'était top. Eh bien, de combien est-ce que ça va faire varier votre décision de vous abstenir de faire une crâniectomie? Il y a 5 neurologues qui ont dit de moins 2, c'est-à-dire de beaucoup, ça va plutôt donc me pousser à le faire. Et 5 autres neurologues qui ont dit plutôt modérément, ça va me faire penser à le faire. Je vais juste vous dire comment on arrive à construire là ces vignettes cliniques en situation d'incertitude. Pour rejoindre la réflexion de Clément du début, si vous pensiez ne pas proposer une crâniectomie parce qu'elle a plus de 60 ans et que le médecin vous dit qu'elle vit seule, est-ce que ça va changer votre attitude de proposer ou pas une crâniectomie? 6 experts sur 10 avaient dit non, 3 avaient dit quand même oui, que ça les inciterait à rester conservateurs puisque la patiente vit seule à ne pas la faire.
OK, très bien. Et puis après, si vous avez pensé ne pas proposer de crâniectomie, c'est-à-dire de respecter le seuil classique de 60 ans, et que le médecin traitant vous dit qu'elle a fait des directives anticipées pour dire qu'elle est contre l'acharnement thérapeutique, seulement dans la situation où ça la laisserait sans communication possible, on a compris, sans communication verbale possible avec son entourage. Ce qui est important pour elle, c'est de préserver le langage. Comment ça aurait influencé votre décision initiale, qui était a priori de ne pas faire? Eh bien, là, il y a moitié des neurologues chez qui ça a inhibé leur première décision. Ils avaient plus envie de le faire, maintenant que la patiente avait dit que ce qui la gênerait, elle, le plus, c'est de ne plus avoir son langage, langage verbal, et que le reste, au final, ça va. Et puis, 5 autres, non, ça ne les a pas trop fait bouger dans le sens d'une crâniectomie. Et puis, quelque chose d'assez subjectif que nous avons rajouté comme ça. La situation initiale, elle est réelle, mais les éléments que nous avons introduits, c'était plutôt d'ordre pédagogique pour l'évaluation. Parce qu'après, on l'a proposé à des apprenants. Si vous pensiez ne pas proposer une crâniectomie parce qu'elle avait plus de 60 ans et que la personne de confiance vous fait part du ressenti positif de la patiente qu'elle a exprimé vis-à-vis de personnes handicapées qu'elle a croisées, concernant l'optimisme de ces personnes dans la manière d'envisager la vie en le formulant de la manière suivante, elle est bien dans sa vie. Eh bien, est-ce que ça vous fait plus envisager de faire ou pas faire la crâniectomie? Et voilà les résultats. En fonction de la sensibilité de ces personnes, toutes neurologues thésées prenant des gains. Donc, je ne sais pas quelle aurait été la réponse du panel que nous avons ici ce soir. Mais voici ce que nous avons eu. C'est assez long à faire, mais c'est très intéressant pour voir un peu la variabilité de décision dans ces situations un peu tangentes. Voilà. Merci. Ouais, ça me semble en effet très pertinent pour se rendre compte qu'il y a dans ces contextes-là pas une seule décision, mais plusieurs décisions qui sont possibles et qui sont valables, qui sont entendables. Et ce qui compte, c'est d'argumenter. Tout à fait. Et ce que j'entends aussi dans cette approche, je trouve que c'est aussi le lieu de justement de l'expression de notre singularité de médecin face à une singularité de patient, et que c'est aussi là que se joue la sollicitude de Ricoeur. Et que finalement, dans nos variations de prise en charge, c'est aussi l'expression de la variation de nos sensibilités face à nos patients à un instant T, à un moment donné, dans une nuit, une garde particulière. Et ça, je pense que c'est ce qui est la beauté de l'art de notre métier. Alors, est-ce qu'on a des questions sur le chat? Quelles questions sont ressorties de vos discussions les uns et les autres? On est à la toute limite de notre soirée, il est 20h33, il nous reste encore un petit peu de temps, je ne voudrais pas qu'il y ait de frustration pour l'un ou l'autre. Vous pouvez soit poser les questions, soit prendre la parole. Bonsoir, merci Grâce pour l'organisation de ce très bel exposé sur le consentement, enfin sur tous ces aspects éthiques. Moi, j'avais une question qui me venait en tête. C'était celui finalement de la responsabilité par rapport notamment à l'IA qui avait été évoquée pour choisir quel patient serait inclus ou pas inclus en UZV ou en réanimation. Je trouve qu'il y a une vraie question dans cette thématique-là de la responsabilité qui serait en fait dégagée de celle du médecin de prendre le choix moral, déontologique de donner des ressources pour tel ou tel patient et qui serait transféré vers une intelligence artificielle. En fait, voilà, je voulais peut-être amener sur ce plan-là qui est celui de la responsabilité. Alors, il y a un décret qui est paru il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques petites années, où j'ai écrit ce que vous pouvez lire, c'est-à-dire il y a la clause de la garantie humaine de l'IA. En France, nous avons ça. Et allez regarder de ce côté, on n'en est pas encore à un stade où on peut laisser la main à faire le tri à ces réseaux d'intelligence artificielle. Il y a la garantie de l'IA, la garantie humaine de l'intelligence artificielle, mais moi je suis certaine que ça mériterait une session à part entière. Hein. C'est un sujet qui est immense. Mais allez consulter déjà cette clause de garantie humaine de l'IA, elle est assez explicite. C'est assez clairement libellé. C'est un peu long, mais...
une autre manière de voir les choses, c'est de dire que après, ça pourrait proposer comme une sorte d'aide, tout en disant que c'est le médecin qui fait toujours, in fine, qui prend sa décision, mais qui consulte cet outil comme il consulterait un examen complémentaire, mais le médecin resterait responsable. En fait, il y a différentes manières qu'on peut envisager l'interaction avec une intelligence artificielle. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, vraiment un grand merci pour la qualité de vos interventions. Alors que j'avais passé du temps à préparer cette soirée avec vous, je suis restée accrochée et j'ai été très intéressée par chacune de vos interventions. Vous avez été complémentaires et vous nous avez amené des regards différents sur ce sujet. Le point de vue du réanimateur qui nous donne le cadre et les modalités de réflexion, les pas à suivre, les outils dont on peut se servir aujourd'hui pour mener nos réflexions. Et professeur Nathalie Nestre, vous nous avez emmenés à travers la réflexion autour de notre propre pratique dans le contexte de l'urgence. J'ai apprécié le terme de l'incongruité d'une décision médicale partagée, parce que je trouve que c'est assez soulageant pour notre pratique au quotidien et nous asseoir nos manières de faire et vous avez placé la sollicitude au cœur de notre pratique. Donc, je pense qu'on repart avec de belles réflexions. Cette soirée a été enregistrée et donc vous pourrez de nouveau la consulter parce que je pense qu'il y a matière à réfléchir et de quoi encore mûrir et nourrir nos réflexions. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, de vous être accrochés pour continuer de travailler ce sujet tous ensemble. Ça a été un plaisir pour moi de l'organiser. Je vous attends et je vous invite déjà pour notre prochaine rencontre qui sera co-organisée avec le docteur Élise Jacquier qui est présente ce soir autour du consentement dans l'éthique médicale. Du consentement dans la recherche médicale, excusez-moi. La date vous sera bientôt communiquée et nous avons hâte de vous y retrouver. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.